Bonjour, alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le corrigé d'un contrôle de géométrie dans l'espace. Donc niveau terminal, par contre c'est que le début du chapitre, c'est surtout sur les représentations paramétriques de droite. Voilà, montrer que deux droites sont parallèles, montrer que deux droites sont séquentes, montrer que deux droites sont coplanaires, montrer qu'un point appartient à un plan, voilà toutes les petites questions qui sont abordées dans ce sujet. Il y a déjà au moins 5 contrôles comme ça sur la chaîne. N'hésitez pas à aller vous entraîner aussi sur les autres une fois que vous avez fait celui-là pour voir si vous l'avez bien compris. Voilà, il y a de la ressource là-dessus. C'est parti. Alors dans cet exercice, on nous dit on considère OIJK un repère de l'espace. Et donc on a delta 1 et delta 2 qui sont deux droites, qui sont représentées par ces représentations paramétriques. Première question, on nous dit les droites delta 1 et delta 2 sont-elles parallèles? Alors, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs directeurs qui sont collinaires. C'est-à-dire que tout vecteur directeur de l'une est en fait aussi un vecteur directeur de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un vecteur directeur de delta 1, un vecteur directeur de delta 2. C'est facile à trouver puisqu'on peut les lire directement dans la représentation paramétrique. Il s'agit des coefficients qui accompagnent le paramètre. Donc ici, par exemple, on peut dire qu'on a un vecteur U1 qui a pour coordonnées 5, moins 4, moins 6, qui est directeur de delta 1. Donc c'est un vecteur directeur de delta 1. Voilà. Ici, on observe delta 2, on regarde les coefficients qui accompagnent le paramètre, 4, moins 2, moins 6. On a donc un vecteur qu'on peut appeler U2, qui a pour coordonnées 4, moins 2, moins 6, et qui est directeur de delta 2. Donc maintenant, pour savoir si les deux droites sont parallèles, je vais chercher à savoir si ces deux vecteurs sont collinaires. Alors, en observant très rapidement les coordonnées, on s'aperçoit qu'ici, vous voyez, il y a moins 6 pour Z, et qu'il y a aussi moins 6 pour Z ici. Donc, on sait d'ores et déjà que les deux vecteurs ne vont pas être collinaires, puisque on va chercher un nombre par lequel il faut multiplier 5 pour obtenir 4, et puis il faut que ce soit le même nombre que celui par lequel il faut multiplier moins 4 pour trouver moins 2, puis c'est le même que celui par lequel il faut multiplier moins 6 pour trouver moins 6. Le problème, c'est que pour trouver moins 6 à partir de moins 6, il faut multiplier par 1. Alors ici, les autres n'ont pas été multipliés par 1. Bref, de toute façon, il faut justifier. Donc on va dire U1 est égal à K fois U2. Alors attention, le K, ce n'est pas celui qui est ici. C'est le cas du coefficient de collinéarité. Donc on cherche à savoir s'il existe un cas tel que U1 est égal à K fois U2. Si oui, ça voudra dire qu'ils sont collinéaires, sinon ça voudra dire qu'ils ne le sont pas. Donc je vous conseille vraiment cette méthode pour montrer qu'ils ne le sont pas. Ça évite des phrases un petit peu bizarres qui disent lui multiplié par quelque chose pour donner lui, ça fait 1, etc. etc. Du coup, ça donne U1, 5, moins 4, 6. Il faudrait que ce soit égal à K fois les coordonnées de U2, donc 4K, moins 2K, moins 6K. Et donc là, il va y avoir exactement ce qu'on essayait de dire un petit peu avant. C'est-à-dire qu'en fait là, le K, pardon, c'était un moins 6 ici. Là, le K doit être égal à moins 6 divisé par moins 6, donc ça veut dire que K doit être égal à 1 pour la cote. Par contre, ici, pour les ordonnées, le K doit être égal à moins 4 divisé par moins 2, donc c'est-à-dire 2. Et ici, pour les abscisses, le K doit être égal à 5 divisé par 4, donc K vaut 5 quarts. Et donc on s'aperçoit bien que tout ça, c'est impossible. C'est impossible car dans un système comme ça, toutes les conditions doivent être remplies en même temps. Or, K ne peut pas être égal à 2 et en même temps être égal à 1 et en même temps être égal à 5 quarts. Voilà. Donc c'est impossible. C'est-à-dire que le système ici est impossible. Ce qui veut dire que cette égalité est impossible. Ce qui veut dire que U1 et U2 ne sont pas collinaires. Et ce qui veut dire que les droites delta 1 et delta 2 ne sont pas parallèles. Voilà, alors faites attention à ne pas faire des erreurs de vocabulaire. On parle bien de vecteurs collinaires, pas de droites collinaires. Et on parle bien de droites parallèles, pas de vecteurs parallèles. On passe à la question 2. Dans la question 2, on nous demande les droites delta 1 et delta 2 sont-elles coplanaires? Alors ça nécessite peut-être un petit rappel. Donc des droites sont coplanaires. Co, ça veut dire même, comme quand vous dites colocataire, ça veut dire même loyer.
Quand vous avez co-équipier, ça veut dire même équipe. Bon, bah, coplanaire, ça veut dire même plan. Ça veut dire que vos deux droites se situent dans un même plan. Pour se situer dans un même plan, il y a deux possibilités. Soit delta 1 et delta 2 sont parallèles. Dans ce cas-là, elles seront coplanaires. Si vous avez deux droites parallèles, vous pourrez toujours trouver un plan qui contient ces deux droites. Soit, il faut que delta 1 et delta 2 soient séquentes, ça veut dire qu'elles aient un point d'intersection. Et dans ce cas-là, si vous avez deux droites qui sont séquentes, vous pourrez imaginer un plan qui contient également ces deux droites. C'est les deux seules possibilités. Donc pour montrer que des droites sont coplanaires, il faut que vous montriez que soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Donc pour montrer que deux droites ne sont pas coplanaires, il faut montrer qu'elles ne sont pas parallèles, ce qu'on a fait dans la question 1, et qu'elles ne sont pas séquentes. Donc nous, on nous demande, est-ce qu'elles sont coplanaires? Donc on sait déjà qu'elles ne sont pas parallèles. Maintenant, est-ce qu'elles sont séquentes? Si oui, elles seront coplanaires, sinon, elles ne seront pas coplanaires. Donc on va chercher à montrer que delta 1 et delta 2 sont séquentes, et pour montrer qu'elles sont séquentes, eh bien, on va chercher le point d'intersection. Donc on va chercher un point dont les coordonnées vérifient à la fois la représentation paramétrique de delta 1 et la représentation paramétrique de delta 2. On va donc faire un grand système avec les trois équations qui concernent delta 1 et les trois équations qui concernent delta 2. Voilà, j'ai donc recopié la représentation paramétrique de delta 1 ici, la représentation paramétrique de delta 2 ici. Donc je cherche un point dont les coordonnées x, y, z vérifient à la fois la première et la deuxième. Alors faites bien attention, si jamais vous êtes dans un autre exercice et que l'exercice avait choisi le même nom de paramètres pour delta 1 et pour delta 2, quand vous faites cette méthode, il faut absolument que vous changiez les noms de paramètres, il ne faut pas que ce soit les mêmes. Donc il y en a un qui s'appelle t par exemple et l'autre qui s'appelle k. N'appelez pas les deux t, puisque vous risquez d'avoir des soucis, puisque vous allez considérer que du coup c'est censé être le même nombre partout, alors que non, ça doit être le même nombre là, ça doit être un autre nombre, là, là et là. Pour résoudre ce système, alors, on nous dit le x du point qu'on cherche, il doit être égal à 2 plus 5t, mais il doit aussi être égal à moins 5 plus 4t. Donc, je vais dire qu'en fait, 2 plus 5t, c'est censé être égal à moins 5 plus 4k. Moins 5 plus 4k. Hop. Ensuite, le y qui est là, c'est censé être le même que le y qui est là, du coup. Donc ça fait 6 moins 4t qui doit être égal à moins 22 moins 2k. 6 moins 4t égale à moins 22 moins 2k. Et enfin, le z qui est là doit être égal au z qui est là. Donc ça veut dire que moins 3 moins 6t doit être égal à 39 moins 6k. Voilà. Et donc ensuite, là, le problème, c'est que si je résous ce système-là, je n'aurai pas ma réponse de qui sont les coordonnées du point d'intersection. Donc pour avoir les coordonnées du point d'intersection, il faut que je recopie une équation qui pourrait me donner x, une équation qui pourrait me donner y, une équation qui pourrait me donner z. Alors vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais prendre les trois premières. Il me semble un petit peu plus simple que les trois dernières. Donc je vais recopier x est égal à 2 plus 5t. Comme ça, je pourrais retrouver x une fois que j'aurai trouvé t. Je vais prendre celle-là, y égale 6 moins 4t. Comme ça, je pourrais retrouver y une fois que j'aurai trouvé t. Et ensuite, z égale moins 3 moins 6t. Comme ça, je pourrais retrouver z une fois que j'aurai retrouvé t. Si j'avais recopié les trois dernières, en fait, j'aurais pu retrouver x, y, z une fois que j'aurais trouvé k. Voilà. Si jamais k existe, bien entendu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre ce système-là pour essayer de savoir s'il y a un t et un k qui vérifient ces trois équations. Alors, si vous ne voulez pas vous recopier systématiquement tout le système, vous pouvez encadrer celui-là et dire que vous allez le résoudre séparément et qu'à la fin, vous reviendrez à ce système. Alors, vous avez qu'à appeler S ce grand système. Et puis, comme ça, à la fin, vous direz « je reviens au système S » et je finis ma résolution. Donc, ici, on va se consacrer au système qu'on va appeler S1, le système vert qui est là, pour le résoudre. Alors, peut-être qu'avec votre professeur, vous écrivez directement ce système S1. C'est possible. Moi, j'aime pas trop cette méthode, mais on le voit régulièrement sur des corrigés, c'est accepté un jour de bac sans problème. Alors pour résoudre ce système S1, vous avez le choix, il y a deux méthodes pour résoudre un système. Vous pouvez faire par combinaison ou vous pouvez faire par substitution. Voilà. À vous d'observer ce qui est le mieux. Donc substitution, c'est il faut exprimer une inconnue en fonction de l'autre afin de la remplacer après dans les deux autres équations.
Combinaison, c'est repérer si en faisant par exemple une fois la ligne 1 et en retirant 2 fois la ligne 2, bah, si ça supprime une des inconnues ou pas. Alors ici, je me rends compte par exemple que si jamais je prends la ligne 1 et que j'ajoute 2 fois la ligne 2, je vais avoir 4K ici, et là je vais avoir moins 2K fois 2, donc en fait je vais avoir moins 4K. En additionnant, les K vont disparaître. Donc moi je vais faire ça, je vais faire la ligne 1 plus 2 fois la ligne 2. Alors qu'est-ce que ça me donne? La ligne 1 plus 2 fois la ligne 2. Ça me donne, donc ligne 1, ça fait 2 plus 2 fois 6. Donc 2 plus 12, 14. Ensuite, plus 5t moins 4t fois 2, donc moins 8t. Donc ça fait moins 3t, égale. Ensuite, moins 5 plus 2 fois moins 22, donc 2 fois moins 22, ça fait moins 44. Moins 44, moins 5, on en est donc à moins 49. Et ensuite ici, je me retrouve avec 4K moins 2K fois 2. Donc 4K moins 4K, ça s'en va, ce qui me permet d'obtenir T. Ensuite, il faut que je recopie une de ces deux équations, du coup. Donc je peux très bien recopier la deuxième ou la première. La première me paraît plus simple, donc 2 plus 5T. Mais vous auriez pu recopier la deuxième. Moins 5 plus 4K. Et pareil, la dernière, bah, on recopie. Moins 3 plus, moins 6T. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, je ne vais pas faire d'erreur de calcul, parce que sinon je vais devoir recommencer la vidéo, ce qui serait un petit peu embêtant. Du coup, donc là vous observez qu'il y a une équation dans laquelle j'ai plus que t comme inconnu. Donc ça c'est parfait, parce que c'est ce que je voulais. Le but de faire de la combinaison ou de la substitution, c'est d'avoir une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une inconnue, dans le but de la trouver. Du coup, je vais me concentrer sur cette première équation, où je vais vouloir trouver la valeur de t. Donc la valeur de t, ici, je me rends compte qu'en fait, je peux transposer 3t. Voilà, et que du coup, je vais me retrouver avec 14 plus 49. Voilà, et 14 plus 49, ça fait donc 65, si je ne me trompe pas. Non, 63, pardon. Donc, 50, 63. Ouais, donc ça fait 63 qui va être divisé par 3. Donc, bon, plutôt que de refaire une étape, je vais écrire tout de suite la réponse. Donc ici, 63 divisé par 3, ben, ça va nous faire 21. Donc en fait, t est égal à 21. N'hésitez pas à écrire plus de systèmes si vous voulez faire plus d'étapes. Si t vaut 21, ben, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir trouver la valeur de k dans la deuxième équation et la valeur de k dans la troisième. Donc je vais remplacer t par 21. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 2 plus 5 fois 21. Alors 5 fois 21, ça fait 105, plus 2, ça fait 107. À ça, je vais rajouter les 5 ici. 107 et 5, ça fait 112. Donc ça fait 112 égale 4K. J'espère que je ne me suis toujours pas trompé. Ensuite, toujours pareil, si t vaut 21, moins 6 fois t, 6 fois 21, donc ça va faire 126, si je ne me trompe pas. Donc ça fait moins 126, moins 3, donc moins 129. Moins 129, moins 39. Du coup, je reprends l'ancien système S et je vais remplacer t par la valeur 21. Donc ça me donne x égale 2 plus 5 fois 21. Y va être égal à 6 moins 4 fois 21. Z va être égal à moins 3 moins 6 fois 21. Ensuite, là, les trois équations qui sont là, je peux les remplacer par les trois qui sont là. Donc on a t qui vaut 21 et on a k qui vaut 28. Alors, si jamais vous avez deux équations qui sont exactement les mêmes, vous pouvez n'en recopier qu'une. Voilà. Du coup, c'est équivalent à, donc là je vais faire mes petits calculs pour trouver les coordonnées. Donc j'ai fait les calculs pour vous, x égale 107, y égale moins 78, z égale moins 129. Et après je peux recopier les deux valeurs qui sont là, t égale 21, k égale 28. Donc on vient de prouver qu'il y avait un point d'intersection et on a trouvé ces coordonnées qui sont 107, moins 78,
moins 129. Donc, eh bien, ça veut dire que delta 1 et delta 2 sont séquentes. Je peux préciser en quoi. Donc, au point qui a pour coordonnées 107, moins 78, moins 129. Et alors, je vous rappelle que le but, c'était pas forcément de prouver qu'elles étaient séquentes. La question, c'était est-ce qu'elles sont coplanaires? Alors, comme elles sont séquentes, eh bien, je peux en déduire qu'elles sont coplanaires. Donc, je vais donc conclure que delta 1 et delta 2 sont coplanaires. Voilà ce qui vient finir cette question 2. Du coup, ça nous amène à la question 3 de cet exercice 1. La représentation paramétrique ci-dessous est-elle une représentation paramétrique de delta 1? Delta 1, c'était celle qui était là-bas. Donc, on a une nouvelle représentation paramétrique. On nous demande si ça en est une de delta 1. Du coup, je recopie ici la représentation paramétrique de la droite delta 1. Je recopie la représentation paramétrique de la droite un petit peu mystère, là. Et je veux savoir si on parle de la même droite ou pas. Alors, vous savez que quand on a une représentation paramétrique, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on lit ici comme coefficient à côté du paramètre, eh bien, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc, je sais que delta 1, elle a 5, moins 4, moins 6 comme vecteur directeur. La question, c'est est-ce que ce vecteur directeur est aussi un vecteur directeur de celle-là? Ça, c'est la droite mystère. Je pourrais l'appeler delta 3. Et puis, je veux savoir si delta 3, en fait, est confondu avec delta 1, c'est-à-dire si c'est exactement la même droite. Du coup, je peux observer ici un vecteur directeur qui est là. Donc, il faudrait que le vecteur directeur de delta 1 soit collinéaire au vecteur directeur de delta 3, ce qui voudrait dire qu'en fait, s'il est collinéaire, c'est aussi un vecteur directeur de delta 3. Donc, la question, c'est est-ce que 5, moins 4, moins 6, un vecteur qui a ces coordonnées-là, est collinéaire à moins 15, 12, 18. Donc, si vous voulez, on peut appeler delta 3 cette droite, et donc on va dire que U1 de coordonnées, donc 5, moins 4, moins 6, dirige delta 1, et je vais l'appeler U3, de coordonnées moins 15, 12, 18, dirige delta 3. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite phrase avant en disant j'appelle delta 3 la droite qui a pour représentation paramétrique ça. Donc, est-ce que ces deux vecteurs sont collinéaires? Alors ici, ça se voit très franchement qu'ils le sont. Vous voyez, je vois que 5 multiplié par moins 3, ça va donner moins 15. Moins 4 multiplié par moins 3, ça va donner 12. Et moins 6 multiplié par moins 3, ça va me donner 18. Alors, je peux directement dire dans ce cas-là, ici, je peux dire, or, je remarque que U3, finalement, c'est égal à moins 3 fois U1. Et à partir du moment où vous avez remarqué ça, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, U3 et U1 sont collinéaires. Et donc, ça veut dire que vous venez de prouver déjà que delta 1 et delta 3 étaient parallèles. Donc, delta 1 et delta 3 sont parallèles. Donc je ne sais pas encore si c'est la même droite, mais en tout cas, je sais que c'est deux droites parallèles. Alors pour être la même droite, si les droites sont parallèles, il suffit maintenant qu'elles aient un point en commun. Donc la question, c'est est-ce que je peux trouver un point de delta 1 qui est en même temps sur delta 3? Alors, ce qu'on peut faire, c'est vérifier qu'un point de delta 1, puisqu'on peut lire rapidement un point qui appartient à delta 1, c'est en lisant ici mes petites constantes qui sont là. Donc 2, 6, moins 3, c'est un point de delta 1. Alors, comment je le sais En fait, c'est quand je remplace t par 0, tout ça, ça disparaît. Ça me dit x égale 2, y égale 6, z égale moins 3. Donc je sais que le point de coordonnées 2, 6, moins 3 appartient à la droite delta 1. À moi de vérifier si, du coup, eh bien, il appartient aussi à la droite delta 3. Ou alors, je peux faire le contraire. Je peux prendre le point de coordonnées moins 10,5, 16, 12, et regarder s'il appartient à la droite delta 1. Peut-être que ce sera plus facile au niveau des calculs. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais prendre le point de coordonnées moins 10,5, 16, 12, et je vais regarder s'il appartient à la droite delta 1. Alors, je me fais un petit peu de place, donc vous, il faudra écrire en dessous. Donc, je sais déjà qu'elles sont parallèles. Maintenant, est-ce qu'elles ont un point en commun?
Donc je vais donner un nom au point. Pour l'instant, il n'y a pas de point dans l'exercice, donc j'ai un peu le choix du nom. Je vais dire le point A de coordonnées moins 10,5, 16, 12 appartient à delta 3. Vous pouvez mettre entre parenthèses obtenu pour S égale 0. Si vous remplacez S par 0, vous obtenez bien les coordonnées d'un point de delta 3. Et ces coordonnées sont moins 10,5, 16, 12. Voilà. La question, c'est est-ce que ce point appartient à delta 1? Donc ça, je peux effacer maintenant. On n'a plus besoin. Et donc pour savoir si le point appartient à delta 1, eh bien, je vais chercher à résoudre. Je vais mettre les coordonnées du point ici, donc moins 10,5. Je vais chercher à savoir quelle doit être la valeur de t pour que ce soit égal à 2 plus 5t. Ensuite, le y, c'est 16. Je vais chercher à savoir quelle est la valeur de t pour que ce soit égal à 6 moins 4t. Et ensuite, le z, c'est 12, donc je vais mettre 12 ici. Et je vais chercher à savoir la valeur de t pour que ce soit égal à moins 3 moins 6t. C'est parti. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici moins 10,5, moins 2, donc ça fait moins 12,5 divisé par 5. Bon, je vais faire une petite étape. Donc 5t doit être égal à moins 12,5. Ici, je peux transposer ici 4t. Donc 4t sera égal à 6 moins 16, donc à moins 10. Ici, je transpose 6t, qui doit être égal à donc 12 plus 3, 15, 15, mais je transpose moins 15. Voilà, donc est-ce que c'est la même valeur de t à chaque fois? Donc t est égal à moins 12,5 sur 5. Ça veut dire que t est égal à moins 2,5. 4t vaut moins 10, donc ça veut dire que t vaut moins 10 divisé par 4, ce qui fait encore moins 2,5. Et enfin, 6t égale moins 15, donc t égale moins 15 divisé par 6, ce qui fait encore moins 2,5. Donc c'est bon, j'ai trouvé un paramètre qui permet, quand on le met dans la représentation paramétrique de delta 1, de trouver les coordonnées du point A qui appartenait à delta 3. Donc ça veut dire que le point A appartient aussi à delta 1. Donc, grand A appartient à delta 1. Donc vous avez deux droites qui ont un point en commun et qui ont les mêmes vecteurs directeurs. Donc ça veut dire que les deux droites sont confondues. Donc delta 1 et delta 3 sont confondus. Vous pouvez répéter si vous voulez, hein, car parallèles avec un point commun sont confondus. Et donc, donc la représentation paramétrique que vous aviez dans votre énoncé, alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait la réécrire. Et donc, hop, je la réécris, tant pis. X égale moins 10,5, moins 15S. Y égale, je sais pas si vous voyez toujours, oui, pour l'instant ça va, 16 plus 12S. Et Z égale 12 plus 18S. Avec S qui appartient à R. Donc j'ai simplement recopié la représentation paramétrique proposée dans l'énoncé, qui était ici. Voilà. Et je vais dire que c'est bien une représentation paramétrique de delta 1. Donc ça est une représentation paramétrique de delta 1. Donc, fin de la question et fin de l'exercice. On passe à l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 2, donc, on a un repère de l'espace, soit delta 1 à la droite de la représentation paramétrique ça. Le point A appartient-il à la droite delta 1? Donc, on a déjà fait un petit peu dans l'exercice d'avant, cette méthode-là, pour savoir si un point appartient à une droite. On remplace ces coordonnées ici, on les met à la place de x, y, z, et on s'intéresse à savoir est-ce qu'il y a un paramètre qui nous amène bien sur ces coordonnées ici. Donc, A appartient à delta 1 si et seulement si, eh bien, quand je mets son x, son y et son z, alors le x de A c'était 23, le y de A c'est moins 3,
et le z de a, c'est 15. Si et seulement si, ici, j'ai égalité avec, enfin, je peux trouver un paramètre ici, qui me donne ces coordonnées. Donc, ici, je vais avoir 1 plus 5t pour le x. Pour le y, je vais avoir 2 moins t. Pour le z, je vais avoir 3t. Voilà. Donc je me demande s'il existe un t qui vérifie ce système. Si oui, A appartiendra à delta 1. Sinon, A n'appartiendra pas à delta 1. Donc j'essaie de le résoudre. Donc ici, ça me donne 5t qui est égal à 23 moins 1, donc à 22. Ici, je peux transposer t, ça va me donner t égale, du coup je vais avoir 2 et puis je vais transposer moins 3, donc 2 plus 3, 5. Et ici, je vais avoir t qui est égal à 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5. Du coup, c'est équivalent à... Et là, je vais avoir un petit problème, parce que t va être égal à 22 cinquièmes. 22 cinquièmes, ça n'est pas égal à 5. C'est 25 cinquièmes qui donne 5. Donc ici, j'ai 22 cinquièmes, t égale 5, t égale 5. Alors, les deux derniers, ils étaient plutôt sympas, ils étaient égaux, donc ça partait plutôt bien, mais ils ne sont pas égaux au premier, donc ça veut dire que le système est impossible. Si le système là est impossible, c'est que ça, c'était impossible également, puisque j'ai fonctionné avec des équivalences. Ce qui veut dire que tout est vrai en même temps et tout est faux en même temps. Donc ici, puisque c'est faux, ça veut dire que tout est faux en même temps. Donc finalement, A n'appartient pas à delta 1. Question 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta 2 passant par A et qui est parallèle à la droite delta 1. Alors, pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il me faut un point de référence et il me faut un vecteur directeur. À partir de là, je pourrais trouver la représentation paramétrique de la droite. Donc là, on me dit que la droite, alors on va donner un petit nom. Oui, elle s'appelle delta 2. Elle passe par le point A. Donc je vais dire que le point A qui avait pour coordonnées 23, moins 3, 15, hop, eh bien, appartient à la fameuse droite delta 2. Bon, très bien. Ensuite, donc ça, ce sera mon point de référence, le point A. Ensuite, il me faut un vecteur directeur. Alors, a priori, on ne m'a pas donné explicitement de vecteur directeur, mais dans l'énoncé, on m'a dit que delta 2 a été parallèle à delta 1. Donc en fait, on m'a quand même donné une information sur la direction. C'est-à-dire que si je regarde la droite delta 1, eh bien, si j'arrive à trouver un vecteur directeur de delta 1, comme delta 1 est parallèle à delta 2, eh bien ce sera aussi un vecteur directeur de delta 2. Donc il faut que je repère un vecteur directeur de delta 1. Le vecteur directeur ici de delta 1 que je vais choisir, je vais regarder la représentation paramétrique de delta 1, et puis je sais que les coefficients qui accompagnent le paramètre, 5, moins 1, 3, eh bien, sont les coordonnées d'un vecteur directeur de delta 1. Donc je vais choisir celui-là, 5, moins 1, 3. Donc je vais dire U de coordonnées 5, moins 1, 3 dirige delta 1, puisque je l'ai lu dans la représentation paramétrique de delta 1. Et delta 1 et delta 2 sont parallèles. Donc, eh bien, ça veut dire que U, donc de coordonnées 5, moins 1, 3, dirige aussi delta 2. Donc finalement, c'est bon, j'ai mon point et mon vecteur directeur. Je peux donc déterminer tout de suite une représentation paramétrique de delta 2. Donc une représentation paramétrique de delta 2 est, j'ouvre les accolades, x égale, y égale, z égale. Je vais mettre les coordonnées du point de référence qui est 23, moins 3, 15. Et à ça, je vais rajouter le paramètre multiplié par les coordonnées du vecteur directeur, donc plus 5. Alors le paramètre t, c'est déjà pris dans l'exercice, donc je change tout de suite. Il vaut mieux faire ça. Donc moins 1 fois k et plus 3k. Voilà. K balayant l'ensemble des réels. Voilà pour cette
question. Pour la question 3, on me dit 3A, donner les coordonnées de 2 points de la droite delta 1 que nous noterons B et C. Donc j'ai la représentation paramétrique ici qu'on m'a donnée de la droite delta 1. Il faut que je détermine 2 points qui sont sur la droite que je noterai B et C. Donc rien du tout. Voilà, c'est parti. Donc j'ai la droite delta 1. Et donc, il me faut des coordonnées de 2 points de la droite delta 1. Alors, pour trouver des coordonnées de 2 points de la droite delta 1, en fait, il suffit que je choisisse 2 valeurs du paramètre t, que je peux prendre n'importe où dans l'ensemble des réels, que je remplace là-dedans, et ça va me donner ici des coordonnées d'un point. Alors, pourquoi? Je réexplique très rapidement. Ici, vous avez les coordonnées d'un point de référence. Donc, voilà. Et vous avez ici un vecteur directeur qui est 5, moins 1, 3. En gros, quand vous prenez les coordonnées du point de référence 1, 2 et 0, puisqu'on ne voit rien ici devant, et bien si vous rajoutez les coordonnées, une fois les coordonnées du vecteur, vous allez vous retrouver au point qui est ici. Si vous rajoutez, si à la place de t, vous mettez 2, c'est-à-dire que vous allez rajouter 2 fois les coordonnées du vecteur, vous allez vous retrouver ici. Si vous remplacez t par 3, 3 fois les coordonnées du vecteur, vous allez vous retrouver là. Si vous remplacez t par moins 1, vous allez vous retrouver ici. Par moins 2, ici. Donc en fait, c'est un peu comme si vous preniez une photo au temps t, et à chaque fois, votre point est à un endroit différent de la droite. Si vous prenez t égale 1,5, donc ça va vous faire une fois et demi le vecteur, donc votre point sera ici par exemple. Donc pour trouver un point de la droite, quand j'ai une représentation paramétrique, je remplace t par une valeur. Donc là, je vais remplacer t par 2 valeurs différentes. La plus simple, c'est quand t vaut 0. Si t vaut 0, on obtient, donc je vais prendre le point, je vais l'appeler B, j'obtiens du coup x égale 1 plus 5 fois 0, donc x égale 1. Y, 2 moins 0, donc 2. Z, 3 fois 0, donc 0. Voilà, premier point de la droite. Un deuxième point, je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre t égale 1. Je pourrais prendre t égale 10 000 si j'ai envie, ou t égale pi si vous avez envie. Mais bon, on ne va pas s'embêter trop. On obtient C qui a pour coordonnées 1 plus 5 fois 1, 6. 2 moins 1, 1. 3 fois 1, 3. Voilà pour la 3A. On passe à la 3B. Alors, on nous dit 3B, expliquer pourquoi les points A, B et C définissent un plan. Alors déjà, faut se mettre d'accord sur quelles conditions je dois avoir quelles conditions nécessaires et suffisantes je dois avoir sur 3 points pour que les 3 points définissent un plan. En fait, il faut que vos 3 points ne soient pas alignés. Voilà. Parce que si jamais ils sont alignés, en fait, ils définissent une droite. Et donc, par une droite, ils passent une infinité de plans. Tous les plans qui vont tourner et qui vont contenir cette droite-là. Donc, finalement, il faut juste que les 3 points ne soient pas alignés. Alors, comme vous avez les coordonnées des 3 points, vous pouvez tout à fait montrer que vecteur AB n'est pas collinéaire avec vecteur AC. Voilà, vous pouvez montrer ça. Sinon, vous pouvez expliquer. En fait, le point A, on a prouvé qu'il n'était pas sur la droite delta 1, alors que B et C, on a prouvé qu'ils étaient sur la droite delta 1. Donc finalement, si vous dites que B et C appartiennent à la droite delta 1 et que A n'appartient pas à la droite delta 1, ça va bien vouloir dire que les points ne sont pas alignés. Donc on va essayer de rédiger ça. Donc, premier argument, B et C appartiennent à delta 1 et ne sont pas confondus. Donc, ça veut dire que delta 1 est la droite BC. En fait, on aurait très bien pu l'appeler la droite BC. Bon, donc les points seront alignés si et seulement si le point A appartient à la droite BC. Ce qui est équivalent à dire que si et seulement si A appartient du coup à delta 1, puisqu'on vient de dire que BC et delta 1, c'était en fait la même droite. Or, on a vu dans la question 1 que A n'appartenait pas à delta 1. Donc si ça c'est pas rempli, ça c'est pas rempli, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Et donc A, B et C définissent un plan. Voilà pour cette question 3B. On passe à la toute dernière question du sujet. Alors, petite question assez peu appréciée par les élèves en général. Le point D, donc on nous donne des coordonnées, appartient-il au plan ABC?
Alors, il faut comprendre un petit peu la situation. Donc, vous avez un plan ABC, donc les 3 points A, B et C sont dans ce fameux plan, puisqu'il s'appelle ABC, jusqu'à là tout va bien. Et donc, vous voulez savoir si un point est dans le plan ABC ou non. Le point, il peut tout à fait être à l'extérieur, ou il peut être dans le plan. Comment savoir? Eh bien, en fait, si jamais il est à l'extérieur, ça veut dire que si vous partez du point A pour arriver à ce fameux point D, eh bien, vous ne pourrez pas y arriver en utilisant uniquement les vecteurs AB et AC, puisque les vecteurs AB et AC ne permettent que de rester dans le plan. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des vecteurs AB et AC qui permet de sortir du plan, puisque par définition, eh bien, ils définissent le plan, donc ils sont dans le plan. Donc en fait, il y a le vecteur AB et le vecteur AC sont à l'intérieur du plan et ne permettent pas d'en sortir ni au-dessus ni en dessous. Donc l'idée, c'est de dire que si le point D appartient au plan, ou plutôt que le point D appartiendra au plan, si et seulement si, on peut partir de A et arriver en D en utilisant uniquement les déplacements du vecteur AB et du vecteur AC. Par exemple, si jamais le point D est par ici, eh bien je vais pouvoir dire qu'en fait, pour aller de A à D, j'ai utilisé une fois, 2 fois le vecteur AB, et je vais avoir utilisé une fois, 2 fois le vecteur AC. Donc, si j'arrive à prouver que AD, par exemple, est égal à 2 fois AB plus 2 fois AC, eh bien, c'est gagné. Ça veut dire que du coup, D pouvait être atteint uniquement en utilisant ces deux vecteurs, et du coup, que D est dans le plan. Et si jamais je n'arrive pas à trouver des coefficients ici devant AB et AC, eh bien, ça voudra dire que le point D, en fait, était soit au-dessus du plan, soit en dessous, et qu'en fait, il est inatteignable en utilisant juste les vecteurs AB et AC. Donc, le but, ça va être de trouver ici ces coefficients. Donc en fait, le point D, il va appartenir au plan si et seulement s'il existe 2 coefficients, alpha et bêta, tels que le vecteur AD peut s'écrire alpha fois AB plus bêta fois AC. Donc je vais chercher ces 2 coefficients. Pour ça, du coup, il me faut coordonnées du vecteur AD, coordonnées du vecteur AB, coordonnées du vecteur AC. Pour avoir les coordonnées du vecteur AD, je prends les coordonnées du point D, et je retire les coordonnées du point A. 23, moins 3, 15. Donc, ça veut dire que le vecteur AD a pour coordonnées, donc ici ça fait moins 178, hop, ici ça fait 38 plus 3, donc 41, et ici j'ai moins 108, moins 15, donc ça fait moins 123, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, j'ai le vecteur AD. Maintenant, il me faut AB et AC. Alors pour AB, donc je prends les coordonnées de B qu'on avait choisies dans la question 3A. Donc 1, 2, 0, moins les coordonnées de A. Je fais mon petit calcul, ça me donne ça. Il me manque AC. Donc pour AC, je reprends les coordonnées du point C de la question 3A, moins les coordonnées du point A. Et donc normalement, si je ne me suis pas trompé, elle va me donner ça. Donc maintenant, je vais chercher alpha et bêta pour que ce vecteur soit égal à un certain nombre de fois celui-là, plus un certain nombre de fois celui-là. Alors ici, j'ai fait avec AD, AB, AC, mais vous comprenez bien que AB, AC et AD ici, j'aurais très bien pu prendre dans mon plan. Je l'ai fait en partant du point A, mais je pourrais très bien partir du point B et chercher à savoir si avec BA et BC, je peux atteindre D. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il existe alpha et bêta qui vérifie cette relation? Donc, ça va me donner un système, puisque du coup, ça va me donner en fait une équation pour chacune des coordonnées. Donc, je vais avoir un système à 3 équations et avec 2 inconnus qui sont alpha et bêta. Donc, je vais effacer, je vais écrire mon système, sachant que je vais mettre les coordonnées de AD égale alpha fois les coordonnées de AB plus bêta fois les coordonnées de AC. Donc ici, j'ai recopié les coordonnées de AD, alpha fois les coordonnées de AB, bêta fois les coordonnées de AC. Si vous voyez des moins ici, c'est parce que les moins étaient dans les coordonnées du vecteur AC. Je veux résoudre ce système. Je cherche à savoir si le alpha et le bêta existent. Donc, deux manières de résoudre un système comme ça, c'est comme tout à l'heure, c'est soit j'utilise la substitution, c'est-à-dire que j'isole une inconnue pour après substituer dans les autres équations, soit je fais de la combinaison, donc je repère s'il y a une ligne, s'il y a 2 lignes qui peuvent se simplifier un petit peu. Alors là, je me rends compte qu'ici, je vois 4 bêta et là, je vois moins 12 bêta, donc je me dis que si jamais je fais 3 fois cette ligne-là,
et que je l'ajoute à la suivante, ça va faire 3 fois 4 bêta, donc ça va faire 12 bêta. Si je l'ajoute à moins 12 bêta, les bêta vont disparaître. Donc dans mon idée, je vais faire 3 fois celle-là. Puis je vais voir ce que ça donne. Alors du coup, je commence par recopier déjà ma première équation, puisque je n'ai pas l'intention de travailler dessus pour l'instant. Donc ça fait moins 22 alpha, moins 17 bêta. La deuxième, je la recopie aussi parce qu'elle me paraît assez simple. Donc en fait, dans les deux, hein, quand je travaille dessus, quand je vais faire de la combinaison, il y a toujours une des deux qu'il faut que je recopie telle quelle. Donc je prends celle où il y a les calculs les plus simples. Donc là, je vois 41, 5, 4. C'est mieux pour moi que 123, 15 et 2. Donc je recopie celle-là. Et la dernière, je vais remplacer par 3 fois la ligne 2 plus la ligne 3. Donc 3 fois la ligne 2. Donc 3 fois 41, ben, il se trouve que ça fait 123. Donc quand je l'ajoute à moins 123, ça me donne 0. Ici, 3 fois 5 alpha, ça fait 15 alpha. 15 alpha plus moins 15 alpha, 0 alpha. Et ici, je me rends compte que 3 fois 4, 12. Donc 12 bêta moins 12 bêta, ça me donne aussi 0. Alors là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette ligne? Ben, en fait, c'est très bien, parce que j'ai une ligne qui dit 0 égale 0, c'est une ligne qui est toujours vraie. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir résoudre mon système tranquillement. C'est une ligne qui me dit que le système va être possible. Du coup, alors au passage, 0 égale 0, c'est une ligne que vous n'êtes pas obligé de recopier, puisqu'elle est toujours vraie. Donc elle n'a aucune influence dans votre système. Alors du coup, je me retrouve avec les deux équations qui sont là, avec, encore une fois, les deux inconnus. Donc voilà, je ne suis pas plus avancé cette fois-ci. Donc il va falloir que je me débrouille. Alors là, pareil, est-ce que je peux trouver des choses par lesquelles multiplier pour que ça se simplifie facilement? Pas vraiment. Donc si c'est pas vraiment, tant pis, on va réutiliser les grands moyens. Donc on va essayer d'isoler une des inconnues. Par exemple, je vais essayer d'isoler, je sais pas moi, alpha. Donc alpha, je vais l'isoler. Donc ça veut dire que alpha est égal à, donc si j'isole 5 alpha, ça fait 41 moins 4 bêta. Mais si ce n'est pas 5 alpha que je vais isoler, mais juste alpha, il va falloir que je divise le tout par 5. Hop. Et après, du coup, je vais remplacer dans la ligne du dessus le alpha par tout ça. Donc ça me donne moins 178 égale moins 22 fois, ici, du coup, fois quoi? Eh bien, fois ce que je viens d'écrire là, donc pas besoin de parenthèse, fois 41 moins 4 bêta sur 5, moins 17 bêta. Donc là, je me retrouve avec une ligne ici, une équation où il n'y a qu'une inconnue qui est bêta. Donc ça veut dire que dans cette équation, je vais pouvoir m'en sortir et je vais pouvoir trouver la valeur de bêta que je cherche. Alors, du coup, moins 178 égale donc moins 22 fois 41 cinquième. Les bêta, je vais les mettre un petit peu de côté. Donc moins 22 fois 41 divisé par 5, ça fait moins 180. Alors je vais travailler en écriture décimale pour éviter d'avoir des fractions, etc. Ensuite, je vais avoir moins 22 fois moins 4 divisé par 5. 17,6 bêta, donc moins 17, pardon, pas moins, donc plus, parce qu'il y a moins par moins, donc plus 17,6 bêta, moins 17 bêta. Voilà. Le alpha, j'ai toujours pas trouvé, donc ça me donne 41 sur 5. Donc j'ai dit que j'allais tout passer en écriture décimale pour pas m'embêter, donc ça fait 8,2 moins 4 cinquièmes, donc moins 0,8 bêta. Du coup, on avance. Hop, je décale un petit peu mon tableau pour essayer de résoudre. Ça me donne quoi? Ça me donne ici combien de bêta? 0,6 bêta égale à, ici je vais transposer, donc ça fait moins 178 plus 180,4, donc ça fait 2,4. Donc finalement ça veut dire que bêta vaut 2,4 sur 0,6, donc 2,4 sur 0,6, ça fait 4.
Donc en fait, donc je l'écris tout de suite, hein, donc 2,4 sur 0,6, ça fait 4. Donc bêta en fait vaut 4. Du coup, que vaut alpha? Bah, alpha, ça vaut donc 8,2 moins 0,8 fois 4, ce qui donne 5. Donc finalement, on a trouvé le alpha et le bêta qui conviennent. Donc ça veut dire qu'en fait, AD, je mets la conclusion ici, hein, j'ai plus de place. Donc ça veut dire que AD, en fait, vaut donc alpha fois AB, donc 5AB, plus 4 fois AC. Donc ça veut dire que pour aller de A à D, j'utilise 5 fois le vecteur AB, 4 fois le vecteur AC, ce qui veut dire que D appartient au plan. Appartient à ABC. Voilà. Voilà, on a fini avec ça. J'espère que vous avez tout réussi. Encore une fois, il y a 5 codes contrôle qui sont sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir, ça ressemble beaucoup. Il faut vraiment vous entraîner là-dessus. Il faut avoir compris ça pour aller sur le deuxième chapitre qui porte sur l'orthogonalité avec des équations de plan, etc. À bientôt.